Sound. Ok, donc on va juste commencer avec une petite question de quels sont vos premiers souvenirs à l'école. Donc, quel est votre premier souvenir, la première chose qui vous vient à l'esprit quand on vous dit école? C'est très petit. Quand vous parlez d'école, vous parlez école primaire, secondaire? Oui, de votre premier souvenir dans l'éducation. À chaque fois, je me rappelle des salles de classe avec mes professeurs, avec mes camarades de classe. En gros, c'est ça. Je me rappelle de l'environnement, de mon entourage à l'école, c'est-à-dire les profs et mes camarades de classe. Ah oui. Est-ce que vous avez eu des individus particuliers comme des membres de votre famille qui vous ont influencé à poursuivre une éducation, à encourager cette éducation? Oui, dans ce cas, vous parlez de la fac quand je suis arrivée en France, c'est ça? Dans tous les cas, en fait, dans tout ce qui est éducation, est-ce que vous vous êtes senti encouragé à prendre la voie des études, on va dire? Oui, parce qu'au fait, de base, ma mère, elle est enseignante à l'école primaire. Donc, c'est pour ça que, nécessairement, elle voyait que c'était normal que je sois à l'école. Pour elle, c'était primordial et... Ouais. J'étais soutenue, je me suis sentie soutenue. Déjà parce que ma mère était enseignante et elle me donnait beaucoup plus d'encouragement. Et déjà à l'école primaire, comme on fréquentait une école où elle enseignait, c'est elle qui nous ramenait à l'école. Donc on était plus motivés, je crois, par rapport aux autres, je peux dire. Et est-ce que vous avez quelque chose qui vous a particulièrement passionné pendant que vous étiez à l'école primaire? Alors, à l'école primaire, disons que c'était au fait normal, puisque c'était normal d'aller à l'école, puisque ma soeur, j'ai une soeur jumelle, elle allait à l'école avec moi. Je me sentais pas seule, c'était déjà ça, on partait ensemble. C'était normal parce que toutes les petites filles, tous les enfants de mon quartier allaient à l'école. Donc pour moi, c'était... je peux pas dire qu'il y avait une motivation particulière, c'était normal, quoi. Oui. C'est ça, il n'y avait pas des obstacles ou des choses particulières qui vous ont éloigné de l'école ou que vous trouvez qui était difficile de vous rendre à l'école, en fait? Non, particulièrement non. J'ai été toujours brillante à l'école et certes, j'aimais pas trop les maths et les calculs et tout ça, mais j'avais ma soeur à chaque fois qui était là parce qu'elle elle compensait au fait. Elle maîtrisait toutes les matières, que ce soit les langues, tout ça. Et moi, j'étais plutôt plus langue, histoire, tout ça. Mais elle, et à chaque fois ce qui m'a motivée, en fait, c'est que même si je comprenais, je me disais, elle va m'aider. Elle va m'aider. Voilà. En gros, c'est ça. Donc vous vous sentez très soutenue par votre sœur, en fait, oui. Dans votre expérience à l'école. Oui, ça aussi. Oui. Et donc, vous êtes allée à l'université après le lycée ou, Oui. Comment ça s'est passé? Comment c'était le choix de poursuivre vos études vers l'universitaire? D'accord. Alors, ouais, d'abord, j'ai fait mon lycée au Burundi. C'est un petit pays de l'Afrique de l'Est. Et j'avais choisi d'intégrer la série littéraire. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire à l'université? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que déjà, dans les pays en voie de développement comme les nôtres, quand tu as un diplôme, par exemple, du bac, c'est pas suffisant. Tu peux pas avoir un travail
comme tu le veux. Donc voilà, quand j'ai eu mon bac, j'ai envisagé recommencer, continuer l'université. Euh, et la question, c'est quoi déjà? Comment est-ce que vous avez choisi de continuer à l'université en fait enfin, vous le dites déjà, c'est Oui, que pour avoir un boulot, il faut bien voilà, avoir une éducation. exactement. Donc, Oui, et vous avez c'était ça. choisi quoi comme étude? Au fait, j'ai choisi la science politique. Il y avait une filière nommée sciences politiques et relations internationales. C'était là dans une université privée. Mais chez nous, en fait, on nous oriente quand on a le bac. Comme j'étais dans un lycée public, en fait, il y a des orientations. On nous oriente à l'université publique, c'est-à-dire à l'université du Burundi. Et là, on m'avait choisi. C'est eux qui choisissent pour nous par rapport à nos notes, en fait. C'est ça qui est compliqué. On m'avait orienté en histoire. Certes, j'aime bien l'histoire et à l'université du Burundi, il y a une branche des sciences politiques, mais c'est pas en première année, c'est vers la deuxième année comme ça. Et donc pour moi, c'était pas, je voulais pas faire l'histoire en général, je voulais les sciences politiques, certes. Il y a des cours d'histoire, mais non, j'ai dit à mes parents, c'est vrai, les écoles privées, ils sont un peu chers, mais j'ai choisi de fréquenter l'université privée pour pouvoir faire les études dont j'ai toujours rêvé euh, de faire. Ouais, voilà. Et comment est-ce que vous avez eu cette envie d'étudier sciences politiques? Alors déjà, comme je l'ai dit, j'aimais bien l'histoire, tout ce qui est histoire, tout ce qui est langue. Et comme cette filière, c'était pas que les sciences politiques, il y avait aussi des cours en rapport avec les relations internationales. Donc c'était tout ça qui m'intéressait. Et j'aimais bien suivre l'actualité, voir tout ce qui se passe dans le monde. Et je voulais, voilà, en fait, j'étais intéressée par la politique. Et comme j'étais intéressée par la politique, il fallait que je m'oriente vers cette science qui étudie la politique pour pouvoir comprendre les différentes crises, que ce soit politiques, qui sont dans notre région, dans notre pays, et pour pouvoir aussi... je me disais que ce serait un métier, ce serait une filière qui m'orienterait vers des métiers où je pourrais voyager, tout ça. Donc c'était en gros ça. Oui. Et donc, vos parents, ils vous ont soutenu dans cette décision d'aller à l'université privée. Est-ce que vous avez eu donc des obstacles par rapport à cette décision ou ça s'est bien passé et vous avez été très facilement, on va dire, à l'université? Oui, des obstacles ne manquaient pas. Déjà parce que c'était une université privée et du coup, mon père il travaillait à l'époque, mais après il est devenu retraité. Et ma mère à l'époque ne travaillait plus non plus, donc à ce moment-là, je me disais que ça allait être compliqué, mais j'ai été soutenue par la famille, les oncles, les tantes, tout ça. Et ouais, ça m'a aidée. Mais les obstacles, c'était ça, en gros. Et du coup, par rapport au fait que vous soyez une femme qui va à l'université, est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait des obstacles? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, qui est vu différemment? Comment ça se passe? Non. Le fait que je sois une femme, non, c'était pas un problème. Déjà, parce que, en tout cas, à notre époque, il y a pas beaucoup de difficultés aux femmes, dans mon entourage en tout cas. Peut-être dans les milieux ruraux, oui.
Mais dans mon entourage, là où j'ai grandi, dans ma famille, mes cousins, cousines, on est traités de la même façon. Euh, on va tous à l'école. Des fois, les filles sont brillantes plus que les garçons. Ma mère, elle a été à l'école avec ses sœurs, tout ça. Donc, non, il n'y a pas eu d'obstacle pour moi. Ouais. Et donc, quand est-ce que vous avez décidé de continuer vos études ici en France? Qu'est-ce que vous a poussé à continuer ces études ici? Parce que je comprends bien que vous faites un master ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ce qui m'a poussée au fait à continuer, c'est que certes, j'étais réfugiée, mais déjà j'étais en train de faire ma demande d'asile, j'étais là, je travaillais pas, déjà on n'a pas le droit de travailler. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer. Je me suis renseignée, parce qu'au fait, déjà, j'étais là, je ne travaillais pas, c'est ça. J'avais pas de formation, et j'avais pas fini non plus, au Burundi, j'avais pas fini mes études. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas, il faut que je me renseigne. Je me suis renseignée. Je suis allée dans pas mal d'universités. On m'a orientée vers les services des étudiants étrangers, tout ça. J'ai été à l'université Paris 8, ça n'a pas marché quand même. Mais quand je suis partie à l'université Paris-Nanterre, au service des étudiants étrangers, on m'a bien accueillie. On m'a dit, ok, écrivez une lettre au vice-président, dites-lui pourquoi vous êtes venu là en retard et pourquoi vous voulez continuer vos études, tout ça. Je lui ai envoyé une lettre. Il a accepté. Il a dit, il a accepté. Il m'a donné une admission déjà. Et c'est là que je me suis inscrite. Et j'étais soutenue aussi par là où j'habitais, au fait. C'était dans un CADA. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, voilà. C'est un centre de demandeurs d'asile. Il y avait le directeur de là où j'habitais, il m'a aidé pour ce qui est des frais et tout ça. On a fait une demande d'exonération ensemble, et ça s'est bien passé. C'est ça qui m'a motivée au fait. Et c'est ça qui m'a facilité à pouvoir continuer, sinon ça n'allait pas le faire. Oui. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça s'est pas bien passé à Paris 8? Ouais, en gros, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, quand vous envoie un dossier, des fois on vous répond pas et vous savez pas pourquoi on vous répond pas. Des fois, ils ont beaucoup de demandes. Et ouais. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de réponse. Non. Oui, je vois. Bon, du coup, vous êtes senti bien accueilli ici en France par rapport à vos études et en général? Oui, en général, oui, je peux dire. Oui. Oui. Et donc, désolée si c'est une question un peu... Enfin, mais est-ce que vous parlez français parce qu'au Burundi on parle français, ou vous avez appris le français entre le temps là-bas? Oui, au Burundi, c'est pas qu'on parle français, on a notre langue maternelle, le Kirundi, mais les administrations, c'est en français. À l'école, j'ai appris français. On a été colonisé par la Belgique, donc ouais, forcément on parle français. Oui. Oui. Et pourquoi la France et pas la Belgique? Une bonne question. Ouais, parce qu'en fait, quand je suis venue en France, comment dire, la destination c'était la France en fait, c'est ça, ouais. Et pourquoi? Parce que la France déjà elle m'a accueillie, j'ai demandé l'asile, ça s'est bien passé, j'ai eu la protection, donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi la France. Oui. Ouais, j'ai sa protection. Je dis ça en rigolant, c'est parce que j'ai habité en Belgique. Ah, d'accord. Donc moi j'ai mon petit cœur belge qui ressort parfois.
Et donc, le processus de candidature, vous l'avez expliqué. Et donc en cours, ici en France, est-ce que vous vous sentez bien accueilli ou comment ça se passe en cours? En classe? Ah, d'accord. Déjà, j'ai des amis. Quand je suis arrivée, déjà, c'était en L2, en licence deuxième année. J'ai- C'est normal, en fait, j'ai ciblé un groupe des Africains comme moi. Déjà, moi, je suis arrivée un peu en retard. Mais voilà, je suis quelqu'un de pas timide, donc je suis partie vers eux. Enfin, je leur ai expliqué ma situation, je leur ai dit, moi je suis demandeuse d'asile, tout ça, voilà, pour qu'on parte sur de bonnes bases. Du coup, là, je suis en retard, donc je voudrais que vous m'aidiez à m'intégrer, donnez-moi les cours que vous avez déjà eus. Ben, tout le monde était bienveillant envers moi. J'ai eu les cours que je voulais, qu'ils avaient déjà eu, les notes, ouais, tout ça. Et même les professeurs, franchement, j'ai trouvé que ils sont, en tout cas en comparant les professeurs d'ici et les professeurs de chez nous, c'est pas pareil. Ici, je trouve qu'on a on a plus cette, je peux pas dire affinité, mais quand tu es dans le besoin, quand tu envoies des mails, quand tu leur poses des questions, c'est plus fluide en fait par rapport à chez nous. Au Burundi, nos profs, c'est voilà, il y a franchement une violence symbolique entre un prof et un étudiant. On voit que voilà, il y a cette distance. Donc ici, j'ai été bien accueillie. En cours, ça se passe bien. Voilà, je m'implique et ça se passe bien. Oui. C'est très bien. Ok. Et lequel vous pensez que c'est le plus grand défi que vous avez eu depuis que vous êtes rentré à l'université en France? Alors, le plus grand défi, je crois que en L2, ça a été très, très fluide, ça s'est bien passé. En L3, j'ai appris pas mal de choses. On fait, puisque je fais la même chose que vous, des fois je fais des entretiens. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais déjà, je crois qu'un grand défi que j'ai eu à relever, c'était surtout le master, au fait. Parce que déjà, les candidatures, c'était trop serré. Il y avait cette sélection, il y avait ces politiques de sélection. Donc, c'était compliqué. J'ai été refusée. Mais c'est par après que j'ai envoyé des mails aux responsables des masters, tout ça. Que voilà, j'ai eu mon master. Sinon, j'avais réussi. Mais pas avec assez de notes qu'il fallait, mais puisqu'il y avait déjà beaucoup de demandes et on regardait les notes, il y avait tellement de sélections. Et je crois que quand j'ai été acceptée en master, c'est-à-dire l'année dernière, en 2018, c'était ça mon grand défi. Ouais, c'était ça. Ouais. Et le master, c'est en relations internationales? Je peux dire que c'est un peu ça, mais il y a plus de sociologie politique. Ça s'appelle sociologie politique et sociologie politique de l'international. Ouais, il y a beaucoup plus de sociologie, beaucoup plus de cours de sociologie politique, beaucoup plus de cours en rapport avec la relation internationale, mais en appliquant la sociologie, c'est-à-dire la sociologie politique internationale. C'est trop intéressant ça. Oui, pour moi franchement c'est trop intéressant, j'aime bien. Ouais. Et pourquoi un master? Pourquoi ce master-là? Pourquoi continuer vos études? Oui, déjà parce que quand tu as la licence, c'est toujours en fait ce que je vous disais par rapport au lycée.
C'est vrai que quand vous avez le bac, vous pouvez pas avoir votre travail professionnel dont vous voulez. Même le paye, c'est pas la paye, je crois. La paye, c'est pas pareil. Donc pour moi, il fallait que je continue mes études, que j'approfondisse. Déjà en licence de sciences politiques, c'est un peu large, mais avec le master, c'est un peu particulier, c'est un peu restreint. Et on arrive à mieux comprendre, à mieux s'orienter et à mieux choisir son parcours professionnel. Avec, ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire après? Alors, ce que j'aimerais faire après, j'aimerais travailler peut-être dans le social, euh, être coordinatrice de différents projets dans le social, bien dans l'humanitaire, pourquoi pas dans des organismes internationaux, oui, des trucs du genre. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre qualité de vie actuelle? Comment est-ce que vous sentez que votre vie a changé depuis que vous êtes en France? Alors, certainement, ma vie, elle a changé. Elle a changé dans la mesure où, déjà, je suis loin de ma famille. Certes, ma soeur, elle est là. Voilà, on se voit, on se donne l'amour qu'il faut, tout ça. Mais je crois que déjà le fait que je sois responsable de moi-même, au fait, déjà, avant, je m'occupais pas de mes propres papiers, tout ça. Voilà, je suis devenue encore plus responsable, c'est ça la différence. Je sais que si je travaille pas, je mange pas. Voilà, si je suis devenue un peu plus mature en fait, je peux dire. Et je sais que voilà, c'est moi-même qui dois programmer ma vie. Je suis loin de ma famille, je suis jeune et voilà, je dois être responsable. Je dois savoir comment me comporter pour pouvoir me focaliser sur mes objectifs. Je crois que le changement, c'est ça, c'est la maturité, la responsabilité. C'est aussi la mode de vie, tout ça. Voilà, en gros, c'est ça. Et qu'est-ce que vous aimez faire en dehors des cours? En dehors des cours. Alors, en dehors des cours, j'aime bien vous parler des hobbies. Tu quoi? Hobbies. Hobbies. Ouais. En fait, j'aime bien danser, mais pas n'importe quelle danse. En fait, il y a un club de danse traditionnelle de chez moi. Oui. Et voilà, voilà, avec ce club-là, je retrouve mes copines du Burundi qui sont soit étudiantes, soit salariées, fonctionnaires, tout ça. Et on se retrouve en dehors du cours, surtout les vendredis. Même là, aujourd'hui, on va se retrouver. Donc, on danse, on coordonne les chorégraphies, voilà, c'est un club qui est né il y a pas longtemps, mais qui est en train de prendre forme. Et on fait pas mal d'activités, donc ça me détend. Voilà, c'est ça que j'aime bien faire en dehors des cours. On organise des journées portes ouvertes pour pouvoir expliquer ce qu'on fait. Soit aux familles burundaises ou bien à nos amis, à nos camarades de classe, voilà, à notre entourage en tout cas, ou bien à nos amateurs. Et voilà, c'est ça que j'aime bien faire en dehors de l'école.
Ça a l'air cool. Oui, j'aime bien, même la façon dont je parle de ça. Et donc, en plus d'être beaucoup plus mature et on va dire en charge de soi-même, en quoi ta vie au Burundi change par rapport, qu'est-ce que vous faites maintenant qui est différent, que vous ne faisiez pas au Burundi par exemple? Alors, c'est pas que c'est ce que je fais, mais c'est la façon de... En fait, c'est la vie d'ici, au fait, qui est différente. Déjà, au Burundi, j'étais en famille, en mode, voilà, je dois faire tout ce que mes parents me disent, je dors à cette heure-là. Voilà, j'étais bien cadrée. Mais là, je me retrouve dans un monde où il y a un peu plus de liberté. Mais comme il y a plus de liberté, on a peur de se dévoiler, de se laisser aller. Et on devient plus responsable de soi-même. Et, on a tendance à faire beaucoup plus attention pour pouvoir... déjà au Burundi, tu es protégé. Tu es protégé avec par ta famille. Ici, voilà, même si ma sœur et tout, on n'est pas ensemble, on ne vit pas ensemble. En fait, c'est ça, la différence, c'est la vue, au fait, d'ici. Et du bon, c'est la vie. Le fait que je sois seule, au fait, le fait que je dois être responsable, le fait que j'ai pu faire ma demande d'asile tout seul avec les démarches qu'il faut. Voilà, pouvoir chercher les aides ici et là, pouvoir affronter les moments difficiles tout seul, tout ça, c'est ça en fait la différence. Ouais. Et comment vous vous êtes sentie quand vous êtes toutes arrivées en France, quand vous venez d'arriver en France? C'était quoi votre sentiment, vos souvenirs à ce moment-là? C'est quoi? À ce moment-là, les souvenirs, c'est que oui, j'étais contente parce que déjà j'arrivais dans un pays d'opportunité, dans un pays où je savais qu'on allait me protéger, tout ça. Et c'est aussi les gens que j'ai rencontrés pour la première fois. J'ai pas souffert, j'ai croisé des gens géniaux ouais, qui m'ont soutenue. Et que je remercie toujours et que je remercierai. Et j'étais épanouie en tout cas quand je suis arrivée. Et je ne pourrais pas dire que j'ai détesté la France déjà puisque j'étais seule, non. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenue. Et ouais, c'est ça. C'est ça en gros. Tu es arrivée avec sa sœur ou pas? Non, ma sœur par contre, elle est arrivée après. Moi je suis arrivée en été 2016. Elle est arrivée en été 2017, le jour de notre anniversaire d'ailleurs. Elle est arrivée le jour, ouais. Donc il y a une année d'écart, mais je suis contente parce que je suis la première déjà. On est jumelles, on a le même âge, mais je suis la première. Voilà. Donc, je suis contente d'être arrivée en premier, comme ça, pour pouvoir l'accueillir, l'intégrer. Oui. Donc, vous êtes contente avec votre décision de venir ici? Oui, je suis contente d'avoir pris cette décision-là. Parce que c'était pas facile de se dire qu'on allait affronter le début de vie ici. C'était pas facile, mais comme j'ai dit, heureusement j'ai eu le soutien, sinon c'est pas facile. À l'époque, j'avais 22 ans. J'ai eu mes 22 ans ici, ouais. J'ai eu mes 22 ans quand je suis arrivée ici. Donc c'était pas facile étant jeune, mais je regrette pas d'avoir décidé de rester. Oui. Oui. C'est pas facile de partir de son pays, on le sait aussi. Oui, oui. Alors,
Et pourquoi est-ce que l'éducation est importante pour toi? Alors, oui, l'éducation, c'est vraiment importante parce que si on veut changer le monde, il faut commencer par là. Franchement, je suis convaincue que si on veut changer le monde, il faut commencer par l'éducation. Et c'est ça, en fait, qui peut changer ou apporter euh, du développement ou de l'épanouissement. Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes arrivé en été 2016. Oui. Et quand est-ce que vous avez commencé l'université ici? J'ai commencé, quand je suis arrivée, j'ai entamé ma demande d'asile. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai réfléchi, j'étais là, je faisais rien. J'ai vraiment commencé l'école en octobre. J'ai été acceptée en octobre. 2016. Oui, alors que les autres... Ah oui. non, pas octobre, fin octobre. Vous voyez les vacances de Toussaint entre fin octobre, début novembre. J'ai commencé après les vacances de Toussaint. Ouais, j'ai commencé en début novembre. C'était sûr que le premier semestre, c'était... j'ai réussi... Parmi 9 cours, j'ai réussi 5 cours. Non, j'ai réussi 4 cours. Non. J'ai réussi 4 cours et j'ai rattrapé 5 cours. Mais ça s'est bien passé, heureusement. Ouais. Ah oui, donc c'était vraiment juste après, quoi. Ouais. Dès l'arrivée, vous étiez... Oui. C'est chouette. J'ai eu la chance, comme j'ai écrit la lettre au vice-président, il a accepté et j'ai commencé. Sinon, j'allais attendre une année. J'allais attendre une année, clairement. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que... Bon, bah... T'as des questions? Je pense qu'on a un peu couvert... Ouais. Donc vous, l'aide que vous avez eue pour vous inscrire, c'était par le CADA, c'est ça? Non. En fait, le CADA m'a aidé. Comme je ne savais pas comment on fait les démarches et tout ça, le CADA, le directeur et mon assistant social, ils m'ont aidé à faire la demande d'exonération des frais d'inscription à l'université. Et ils m'ont aidé à construire ce dossier. J'ai envoyé le dossier et on l'a accepté. Mais la candidature en soi, alors, c'est vous toute seule qui l'a fait? Oui, la candidature, c'est moi seule. Ouais, c'est moi seule. Je suis partie me renseigner au service des étudiants étrangers. Voilà, je leur ai dit ce que je voulais, ce que je voulais faire, ma situation. Avec déjà j'avais un récépissé d'1 mois parce que j'avais pas un titre de séjour très long, tout ça. Mais heureusement, ils m'ont accepté et je leur serai éternellement reconnaissante. Ouais. Parce que ici, déjà, la France, elle donne aux réfugiés la chance de continuer. Quand vous êtes jeune, en tout cas, on vous soutient. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment, en tout cas, par rapport aux autres pays, je trouve que la France a pas mal, a une politique sociale, comment dire, très généreuse, je peux dire. Ouais. Généreuse et qui aide pas mal de gens. Même ici en France, vous êtes toujours senti accueilli? Oui. C'est le sentiment que j'ai. Oui. Est-ce que c'est possible de parler un peu de la situation dans votre pays d'origine? Parce que moi, Vous connaissez pas? Non. D'accord. Ouais, en fait, le Burundi, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Est. Je sais pas si vous connaissez le Rwanda. C'est un peu 2 pays jumeaux. On a la même langue maternelle. Certes, il y a quelques nuances par rapport aux mots, tout ça, mais on se comprend. Et on a presque la même histoire avec les ethnies de chez nous. Il y a une ethnie
Il y a deux ethnies d'ailleurs. En fait, il y a les Tutsis, il y a les Hutus, et il y a aussi une ethnie qui est on les appelle les Batwa. Et c'est une sorte de pygmée. Et ils sont très très minoritaires. Et voilà, même au niveau politique, ils siègent rarement au Parlement. Ils sont très minoritaires. Mais ceux qui sont majoritaires, c'est les Tutsis et les Hutus. Et depuis longtemps, il y a eu dans l'histoire, en fait, il y a eu des crises. Déjà, c'est vraiment bizarre parce que c'est un pays où on parle une seule langue. Déjà, dans la plupart des pays africains, même en Europe, dans l'histoire, il y avait beaucoup de dialectes. Mais nous, par contre, on parle une seule langue, le Kirundi. Et voilà, c'est vraiment bizarre qu'on soit un pays qui a été plongé dans une guerre civile depuis, dans des guerres civiles depuis. Il y a eu une guerre civile en 72, il y a eu une guerre civile en 93 et il y a eu une crise politique qui date de 2015. Et tout ça, c'est des... Comment dire? C'est des conflits ethniques depuis. En 72, il y a eu cette guerre civile où entre guillemets, on dit que les Hutus ont tué les Tutsis. Et en 93, c'est le contraire, les Hutus qui tuent les Tutsis. Moi, particulièrement, je suis Tutsi, mais voilà. Après, je rentre pas beaucoup plus dans l'histoire de ces crises parce que je maîtrise pas beaucoup en fait ce qui s'est passé dans le fond parce que c'est un sujet très très tabou et très sensible pour les Burundais. Mais c'est ça en fait en gros l'histoire du Burundi, c'est ça. Il y a eu pas mal de coups d'État avec des militaires, tout ça. Et là, avec la crise de 2015, on était en 2005, ça s'était bien calmé. On avait des rébellions, pas mal de rébellions. Et il y a eu des négociations à Arusha en Tanzanie avec Nelson Mandela qui a pu réunir tous les opposants, c'est-à-dire le pouvoir, les rébellions, tout ça. Il y a eu des accords et c'est grâce à ces accords qu'on s'est retrouvé dans une situation un peu plus calme grâce à ces accords d'Arusha. Et donc, ça c'était en 2005. Et en 2015, le président qui a dirigé le pays depuis 2005, là c'est en 2015, il devrait quitter le pouvoir. Parce que il fallait qu'il brigue 2 mandats, mais il a voulu briguer le 3e mandat et ce 3e mandat il était contre les accords qu'on avait établis et ces accords là c'était comme une fondation et il a tout chamboulé, donc ça c'est redevenu comme avant, mais sauf que là en 2015 ce qui est bien, c'est que la population elle est tous réunie, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, ils sont tous réunis. Ils veulent un pouvoir, un nouveau pouvoir, un nouveau gouvernement avec de nouveaux dirigeants. Ils veulent une alternance politique. Et c'est là que ça s'est tout chamboulé. La crise elle revient en 2015. Et c'est même en fait avec tout ce qui s'est passé depuis 2015 jusqu'à maintenant, il y a pas mal de raisons qui m'ont poussé à demander l'asile avec tout ça. Et en gros c'est ça, politiquement c'est ça, des crises qui viennent, qui repartent, tout ça. Mais géographiquement c'est un beau pays, on a un grand lac, le 2e au monde. Ça s'appelle le lac Tanganyika, essayez de voir. On a un beau climat, il fait ni chaud ni froid, il fait toujours beau. On va à la plage,
les gens, voilà, la population burundaise, c'est une population qui aime, en tout cas, qui aime faire la fête. On a tout le temps, tous les week-ends, des fêtes de mariage, tout ça. Ouais, voilà, on est dans une harmonie parfaite. Et j'aime bien la façon d'être des Burundais. C'est des gens ouverts, c'est des gens qui se prennent pas la tête, qui s'adaptent facilement. On n'est pas nombreux. Et voilà, essayez de venir découvrir le Burundi. Ouais, c'est ça. J'ai trop parlé. Non, c'est très bien, super intéressant. Ouais. Et du coup, ici, avec votre club des personnes burundaises. Burundaises, oui, c'est ça. Comment ça se passe en fait au niveau de la population, cette différence d'ethnie, etc. Est-ce que vous la sentez ou en fait tout le monde s'en fout et c'est juste une question politique? On la sent parce que déjà dans ce groupe-là, on se retrouve, moi particulièrement, je m'excuse, mais voilà, je fais des analyses. Voilà, je m'excuse, mais je trouve que dans notre club, il y a que des Tutsis, presque que des Tutsis en fait. Et dans notre club, déjà, on dit tous les jours qu'il n'y a pas ces clivages-là. On le dit tous les jours, mais on se retrouve à être toujours en communauté Tutsi, tout ça. Et voilà, on ressent ces clivages-là. Parce qu'on est entre Tutsis. Même les Hutus qui viennent, après ils repartent. On trouve que en fait ça se fait tout seul, et on se retrouve entre nous, mais nous entre nous on n'a pas ces clivages là. On s'est dit, on est parti sur de bonnes bases, même dans nos événements on le dit, on le redit, voilà, ici en France il y a pas mal il y a des Burundais de toute ethnie ou tout Tutsi. Mais on dit souvent que voilà, notre club il est ouvert à tout le monde, mais on se retrouve à être ouais. Mais n'empêche, il y a quand même des Burundais des Burundais Hutus qui viennent nous soutenir des fois, et j'espère que d'ici d'autres années voilà, ces clivages vont disparaître, parce qu'au final on est les mêmes. On parle la même langue, il n'y a pas de différence, on est tous les mêmes. Et donc, juste une question vraiment, parce que moi je ne connais pas vraiment, mais comment est-ce que c'est quoi les différences? Comment vous différenciez? Moi, franchement, je ne fais pas de... Parce que si... C'est compliqué, j'imagine. C'est vraiment compliqué. Mais des fois, j'ai des amis d'autres pays, des fois ils me disent « T'es Hutu ou t'es Tutsi ?» Je leur dis « Mais s'il vous plaît, ne demandez à moi, mais pas aux autres. Si je me présente au Burundi, parce que là, c'est un sujet tabou. » Oui, parce qu'en fait, c'est les Belges qui nous ont colonisés. Et quand ils nous ont colonisés, bien sûr, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés en créant des différences, je peux dire banales. Déjà, ils disent que les Tutsis, à l'époque, on a même vu des vidéos et tout ça. En fait, on pesait les nez des Tutsis. Genre, en fait, on dit que la différence des Hutus et des Tutsis, c'est par le nez, mais... Le nez, genre les traits, les familles, tout ça, mais ça veut rien dire. Pour moi, en fait, particulièrement, je trouve que des fois, il y a des Hutus qui ressemblent aux Tutsis. Donc, voilà, on dit que les Hutus ont des gros nez, mais franchement, c'est incroyable. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est des choses qu'on a inventées pour pouvoir nous diviser. Mais en gros, on est tous les mêmes. Ouais. Donc des différences culturelles en soi, il n'y a pas ça. Hein. Même pas. Les différences culturelles, il n'y en a pas. C'est intéressant. C'est vraiment bizarre, mais si vous voyez combien de fois on peut voir, on peut dire que cette famille elle est Tutsi et celle-là elle est Hutu, mais quand vous voyez, il n'y a pas de différence. Et les différences, c'est ça, le gros nez, ou bien en fait, la différence, elle est physique.
et du physique, mais c'est pas fondé parce que tu peux voir une Hutu qui ressemble à une Tutsi qui ressemble à une Hutu. Donc ça veut rien dire pour moi, particulièrement pour moi non. Mais il y a des parents qui ont cru à ça, des personnes âgées qui croient à ça. Mais moi j'y crois pas. J'y crois pas. C'est incroyable, ça c'est juste une étiquette quoi. Ouais. C'est une étiquette. C'est juste une étiquette. Exactement. Qui a créé des guerres. Ouais. Exactement. Des guerres. Ouais. Des guerres, des gens. Franchement, il y a des familles qui ont été décimées. Il y a des. Voilà. Chez nous, dans ma famille, on a une sœur qu'on a adoptée, que mes parents ont adoptée avant qu'on soit nés. On est né en 94, on l'a adoptée en 93 parce qu'on avait tué toute sa famille. C'était pendant cette guerre-là. Des Hutus qui tuent les Tutsis, des Tutsis qui tuent les Hutus. Donc imaginez, il y a des victimes à cause de ça. C'est vraiment, voilà, c'est ça le Burundi. Ouais. Oui, c'est très intéressant Ouais. en tout cas, de savoir ça de quelqu'un qui est experte. Ah ouais. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose dont nous n'avons pas parlé, je ne sais pas, concernant l'éducation, concernant la France, concernant le Burundi, concernant les projets personnels, académiques, ça va. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Oui, je crois. Oui. Bah, c'est bon. Oui. Cool. On a totalisé 1 heure. On a totalisé 1 heure. Oui. 46 45 minutes.